Tout d'abord, je vous remercie de votre présence nombreuse ce soir pour notre cérémonie des vœux. L'exécutif fédéral est donc avec moi. Bon, je ne sais pas ce qui se passe, mais on a un problème sur la parité en Seine-Saint-Denis. Bon, heureusement qu'on a un mot. Bon, mais je vous rassure, il y en a quelques autres, mais ils sont en retard. Je ne sais pas où ils sont, mais bon. Alors c'est vrai, il y a Didier Mignot qui est au vœu de la région, donc il a une excuse, et il y a Eric qui va arriver aussi. Donc je vous remercie de votre présence. Je veux saluer aussi la présence ce soir parmi nous de Soumia Bourrois, députée, d'Alexis Corbière aussi, députée, Eliane Assassi, sénatrice qui va nous rejoindre, qui arrive. Je veux saluer la présence d'Émilie Locro et de Pierre Laporte, conseillers départementaux, d'Ahmed Lawedge et de la délégation du PRG, et puis aussi bien sûr de Kamel Brani, notre secrétaire de l'UD-CGT, qu'on félicite pour la très belle mobilisation du Donc, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne année 2023, qu'elle vous soit douce, heureuse, qu'elle soit porteuse de paix et de fraternité et de mobilisation, à l'image de la magnifique journée que nous avons vécue hier contre la réforme des retraites. Des vœux de paix et de fraternité humaine, parce que nous voyons bien que ces deux questions sont plus que jamais au cœur de nos combats. Parce que le capitalisme, chaque fois qu'il génère des crises trop violentes, a deux jokers, la guerre et l'extrême droite, et que l'une comme l'autre menace. Le monde n'a jamais connu autant de conflits, de murs, de barbelés, de blocus. Au Proche et au Moyen-Orient, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique latine. Le nombre de personnes déracinées par les guerres, les violences, les persécutions et les violations des droits humains s'élèvent à près de 90 millions, soit bien plus du double qu'il y a 10 ans. Au Yémen, où le conflit dure depuis maintenant plus de 11 ans, 4 millions de personnes ont dû fuir leur pays, tandis que 20 millions d'habitants ont besoin de l'aide humanitaire pour survivre. C'est la pire situation humanitaire au monde selon l'ONU. Mais il y en a beaucoup d'autres, hélas, comme en Éthiopie, où la guerre touche plus de 9 millions d'habitants, martyrisés par les crimes de civils et les viols collectifs. Les femmes sont partout, à chaque fois celles qui souffrent le plus de la guerre. Ce vœu de paix s'impose aussi au regard du conflit qui s'installe en Europe. En faisant le choix irresponsable d'envahir l'Ukraine, en faisant le choix du sang et des bombes, Vladimir Poutine n'a pas seulement violé les règles fondamentales du droit international, il entraîne son propre peuple dans une impasse sanglante. Il met en péril la sécurité en Europe, réinstalle le fracas de la guerre et relance une désastreuse course aux armements. C'est aussi la responsabilité de l'OTAN, qui ces dernières années, pour satisfaire à la volonté des États-Unis de conserver son leadership sur l'ordre du monde, n'a cessé d'amasser ses forces aux frontières russes en élargissant ses bases militaires en Europe. Depuis la fin de la guerre froide, l'Europe n'avait plus connu une telle concentration d'armes. Des armes toujours plus sophistiquées, toujours plus destructrices, mettant en jeu des puissances nucléaires. La Russie détient plus de 6000 ogives nucléaires. Avec les 5500 ogives américaines, ces deux pays détiennent 90% de l'armement nucléaire mondial. 580 de ces armes nucléaires sont actives, opérationnelles sur le sol européen. Plus que jamais, il est urgent d'avancer vers une signature multilatérale du traité sur l'interdiction des armes nucléaires, le TIAN. Ce traité a été adopté par les Nations Unies le 7 juillet 2017 avec l'appui de 122 États, mais pas celui de la France et des puissances nucléaires. C'est un combat que nous devons mener. Oui, nous devons porter une voix forte pour la paix, le cessez-le-feu en Ukraine et dans le monde. Seule la paix est un chemin responsable et humain. Prenons des initiatives, à celles que nous
à l'image de celle que nous avons organisée à Montreuil en octobre dernier pour porter cette exigence. Le Parti communiste doit prendre de l'initiative, être porteur de cette exigence comme il l'a souvent fait dans son histoire. Construire ce nouvel internationalisme basé sur la paix et la volonté des peuples à disposer d'eux-mêmes suppose aussi de soutenir les peuples en lutte pour leur liberté. En Syrie, en Afghanistan, où là aussi les femmes sont les premières victimes, et bien sûr en Iran, où la révolte des femmes contre la dictature théocratique des mollahs s'est transformée en un soulèvement à grande échelle que rien ne semble devoir arrêter, pas même ces terribles exécutions en public de jeunes qui refusent de vivre cet obscurantisme. Je pense aussi, bien sûr, à nos amis palestiniens qui souffrent tellement et à Salah Hamouri, qui a été expulsé de son pays, à nos amis kurdes qui ont encore une fois été frappés en plein cœur de Paris et au peuple sahraoui. La liste des peuples en souffrance s'allonge en même temps que les conséquences du réchauffement climatique. Près de 8 millions de Pakistanais ont dû quitter leurs habitations à cause des inondations terribles de l'été dernier. En Afrique de l'Est, ce sont 50 millions de personnes menacées par la famine à cause des périodes de sécheresse excessive. Il est urgent de prendre la mesure de la gravité de la situation. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un système, le capitalisme, menace le devenir même de l'humanité. Le vivant s'éteint massivement. Des régions entières deviennent inhospitalières. Mais le système poursuit sa course folle au profit, à la surexploitation de la nature comme des êtres humains. Exploitation du gaz de schiste, utilisation toujours plus massive des pesticides, déforestation, pillage des fonds marins, délocalisation des productions. Oui, le capitalisme est responsable, et non l'ensemble des êtres humains, quel que soit leur mode de vie. C'est ce système qu'il faut mettre en accusation et porter avec ceux qui luttent une perspective transformatrice. C'est cela notre utilité. En cette année 2023, l'heure est également à redoubler d'efforts pour faire reculer le racisme, les haines entre les êtres humains, à faire reculer le nationalisme haineux et xénophobe. Le fléau se répand de nouveau dangereusement à travers le monde, y compris en Europe. Malgré tous ces efforts pour se donner une image respectable, l'extrême droite finit toujours par dévoiler son vrai visage, celui d'une mouvance profondément raciste, autoritaire et antidémocratique. Les déclarations racistes des élus et militants RN, celles de Zemmour régulièrement condamnées par la justice, l'illustrent. De l'autre côté de l'Atlantique, ce vrai visage, c'est celui des partisans de Bolsonaro qui refusent le verdict des urnes et tentent de renverser le président Lula. Mais malheureusement, je pourrais parler aussi de l'Italie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Suède, de la Slovaquie et bien sûr de la France, où le RN, avec ses 80 députés, son poids électoral est aux portes du pouvoir. Notre pays, comme à bien d'autres moments de son histoire, alimente des logiques, des positionnements extrêmement différents, opposés. D'un côté, ce poids des idées de l'extrême droite, le racisme, l'intolérance, les divisions, le repli sur soi qui sont réels et plus qu'inquiétants. Et de l'autre, des gens, des jeunes qui s'engagent pour les droits sociaux, qui s'engagent dans le combat féministe qui prend une ampleur inégalée, qui s'engagent pour le climat, pour d'ores et déjà faire vivre une agriculture, des modes de consommation qui soient respectueux de l'environnement et des êtres humains. Des gens qui s'engagent aux côtés des migrants, contre le racisme, d'autres pour que la richesse intellectuelle et artistique développée sur les réseaux sociaux soit le bien commun de chacune et chacun. Notre parti doit mieux mesurer, comprendre, prendre part à ce qui est à l'œuvre. Ces combats sont tous porteurs d'une dimension qui remet en cause le système basé sur les dominations et l'exploitation des êtres humains et de la nature. Les luttes sociales portent le refus de la domination du capital sur le travail. Le féminisme
combat le patriarcat, qui est la matrice de la justification de toutes les dominations. L'antiracisme refuse la hiérarchisation des êtres humains. L'écologie refuse la domination du capital sur la nature qui nous dépossède de notre rapport à cette nature. On ne peut plus hiérarchiser les combats contre ce système. Tous sont des leviers pour remettre en cause le système de domination et d'exploitation qu'est le capitalisme. Le rôle des communistes est, me semble-t-il, de construire ces convergences entre tous ces combats pour mettre en cause le système et mettre en évidence qu'il concourt à un besoin de transformation sociale, ouvrant la voie à une civilisation supérieure. Si la situation que nous vivons appelle à cette convergence des combats émancipateurs, elle appelle aussi à un large rassemblement des forces de gauche. Le danger est là, présent, à nos portes. La question du rassemblement taraude notre parti et la gauche depuis des décennies. Mais là, il va se poser en termes d'urgence face à l'extrême droite. Et c'est pour cette raison que nous devons y réfléchir plus profondément et la porter avec beaucoup plus d'exigence. Pour que le rassemblement aboutisse à des transformations profondes de la société, il est indispensable d'en rendre le mouvement populaire acteur, un acteur décisif et non un spectateur des décisions de sommet. Ce qui nécessite de notre part de la prise d'initiative face aux urgences de la situation. D'autant que le rassemblement ne peut se construire sur le plus petit dénominateur commun, mais en réponse aux situations et aux besoins des transformations sociales posées. Dans cette logique, il ne peut être question de fondre les identités et les approches des uns et des autres. Au contraire, il s'agit de générer un bouillonnement d'idées participant d'une réappropriation de la politique par le plus grand nombre. La bataille des transports en Île-de-France est instructive de ce point de vue. Elle n'est pas née d'un accord de sommet entre forces politiques de la NUP, mais des initiatives prises par les communistes de la région parisienne et le groupe des élus communistes à la région. Nous avons, grâce à notre force militante, fait signer notre pétition à plus de 50 000 usagers de la région. Une pétition qui n'en rabattait d'aucune façon sur les contenus, qui portait à la fois la revendication de la non-augmentation du pass Navigo, celle du rétablissement de l'offre de transport et de l'augmentation des salaires, mais pointait aussi la question de la privatisation de la RATP qui est à l'origine de la situation. Ces initiatives ont rencontré l'exaspération des usagers. Le mouvement a pris une telle ampleur que le rassemblement dans l'action commune de toutes les composantes de la NUP s'en est trouvé posé autrement, ceci sur la base des contenus portés par la population. C'est donc à partir de la mobilisation populaire que s'est posée la dynamique de rassemblement face à Pécresse et au gouvernement. C'est cette même dynamique qui doit prévaloir dans la bataille contre le projet de contre-réforme des retraites porté par le gouvernement. Je le disais au début de mon propos, nous avons vécu hier une magnifique mobilisation populaire. Elle est le premier acte d'une bataille qui doit se poursuivre à l'échelle du pays. 2 millions de personnes manifestaient dans les rues du pays, plus de 400 000 à Paris, pour rendre concret ce refus qu'expriment sans relâche depuis des semaines les sondages. Les Français ne veulent pas travailler jusqu'à 64 ans. Il n'est pas question de concéder au patronat ces quelques années où l'on peut vivre libéré de la contrainte du travail, où le temps vous appartient, où chacun, chacune peut l'utiliser comme il l'entend, pour prendre du temps avec sa famille, ses amis, jardiner, aller à la pêche, ou bien faire vivre une association, un club de sport. Au-delà de la question du financement de la retraite, c'est d'abord une question de société, de civilisation qui est posée. Doit-on passer notre vie à être exploité pour enrichir un patron et faire fonctionner le capitalisme? Ou bien construisons-nous une société où certes le travail est nécessaire à faire tourner la société, mais où il n'est plus synonyme de surexploitation des êtres humains, où il est maîtrisé par les salariés eux-mêmes, et surtout
où ils n'occupent plus toute la vie. L'enjeu de la bataille des retraites se situe là, car ce que les patrons, le patronat remettent en cause avec cette réforme, c'est que l'on puisse être payé à ne pas travailler. On voit bien que cette idée qu'ils attaquent avec la retraite, que c'est cette idée qu'ils attaquent avec la retraite, pardon. Et d'ailleurs, un de leurs arguments, c'est que comme l'espérance de vie augmente, on pourrait travailler plus longtemps. Mais c'est aussi cette question à laquelle ils s'attaquent avec les réformes de l'assurance chômage, de l'assurance maladie, les remises en cause sur les 35 heures, la réforme des 1607 heures dans la fonction publique. Nous n'existerions alors que pour une chose, notre force de travail qu'il faudrait vendre sans cesse jusqu'à la mort. D'ailleurs, les analyses démographiques le montrent. Un quart des 5% les plus pauvres meurent avant 62 ans. Il s'agit bien avec cette réforme de travailler jusqu'à ce que mort s'en suive. Pour eux, c'est simple, pas de force de travail à vendre, pas de salaire. Ils veulent en finir avec l'idée du salaire continué, celui que l'on continue de percevoir quand on a atteint l'âge de la retraite, celui que l'on continue de percevoir quand on est malade ou au chômage. C'est cela leur logique. Et comme Parti communiste, nous devons certes porter le décryptage de leurs réformes, dénoncer leurs mensonges, comme le fait très bien le journal L'Humanité. Mais nous devons aussi décrypter le fond et surtout formuler l'idée de la construction d'une société qui ne soit plus basée sur l'exploitation et la domination, mais sur l'émancipation des individus. Et pour cela, quel meilleur moyen que de faire grandir d'un même mouvement le refus de la réforme Macron-Borne et le débat sur la retraite et le travail. Il est temps de penser à un système de retraite et son financement qui soit non seulement une avancée sociale, mais aussi un progrès de civilisation. Par le prisme de la retraite, se pose la question de changer notre rapport au travail, mais également la nécessité de produire et de consommer autrement. Donc une société dans laquelle l'allongement de la vie ne serait pas considéré comme un problème, une charge pour la société, mais comme une bonne nouvelle. Le gouvernement a choisi l'épreuve de force contre le peuple. La première passe d'armes est à l'avantage du peuple. Mais rien n'est encore joué. Les tentatives de division vont se multiplier. Mais l'unité doit être sans fissure pour poursuivre la bataille et la gagner. L'unité syndicale, bien sûr, déterminante pour poursuivre sur la lancée d'hier, mais aussi l'unité politique, à l'image du très beau meeting que nous avons tenu à Japy mardi soir et qui réunissait toutes les composantes de la NUP, les syndicats, des associations, pour dire non à cette réforme et pour dire que de nombreuses autres solutions existent pour financer et améliorer notre système de retraite. La journée d'hier restera marquée comme une journée qui va compter, car elle redonne confiance au peuple dans sa capacité à bousculer le scénario de recul de civilisation écrit par Borne et Macron. Elle permet de nouveau le bouillonnement d'idées, que les envies de changement reprennent force. Elle remet la gauche rassemblée au premier plan et renvoie l'extrême droite dans ses cordes de la division et de la régression sociale. Dans cette situation, je vous propose que nous soyons à l'offensive et que nous prenions de l'initiative dans nos sections pour participer pleinement de cette bataille en proposant partout la création de comités unitaires d'initiatives populaires qui rassemblent la population, les forces syndicales et associatives et bien sûr les forces de la nuit. De premières initiatives sont d'ores et déjà prévues. Le meeting à la Courneuve avec Soumia Bourgoua et les forces de la NUP le 1er février. La retraite au flambeau le 10 février à Bagnolet. L'initiative avec Stéphane Peu lors de ses vœux le 4 février, auxquels participeront les forces de la NUP et des salariés. Les vœux d'Alexis Corbière à Montreuil, auxquels participeront Patrice Bessac
et Kamel Brahmi, ainsi que des représentants du PS, des Verts et de Génération. La rencontre unitaire le 15 février à Bagnolet, à laquelle participera Fabien Gay. Donc je vous invite à poursuivre ces initiatives, à rassembler très largement. Donc prenons partout ce type d'initiative pour que le bouillonnement des idées se marie à la mobilisation sociale, pour qu'enfin 2023 soit synonyme d'une grande victoire face aux politiques rétrogrades du gouvernement et un premier pas vers de nouvelles conquêtes sociales qui ouvrent la porte à une société libérée du capitalisme, une société de femmes et d'hommes libres, égales et égaux et associés. Je vous remercie de votre attention.